Bien, l'heure est venue de reprendre nos travaux, quasiment annoncés, 16h47 au lieu de 16h45. Je remercie les participants de leur discipline et de leur parfaite organisation ou mise en marche, de façon à ce que nous puissions reprendre nos travaux. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je voulais tout d'abord dire à Édouard Trépoz combien nous étions heureux ici à Lyon de le retrouver dans un amphithéâtre qu'il connaît bien, une université qu'il connaît bien. Il nous manque, il le sait. Et donc, c'est un plaisir que de l'accueillir à nouveau. Et remercier également Jacques Reynard de revenir aussi du côté de Lyon pour son intervention qui sera un peu plus précise, si je puis dire, par rapport au thème que celle d'Édouard. Donc, vous l'aurez compris, dans cette seconde partie de ce colloque, nous allons plutôt nous concentrer sur les questions de droit applicable après celles de compétences juridictionnelles. Et je cède tout de suite la parole au professeur Trépoz qui va nous entretenir sur la loi applicable au litige devant la JUB. Et cher Édouard, je vais te demander, si possible, de ne pas prendre le quart d'heure lyonnais et de t'en tenir aux délais qui t'ont été donnés, à savoir 30 minutes d'intervention. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, Jérémy. Je suis très heureux, effectivement, de revenir dans ce bel amphithéâtre, revenir dans cette très belle maison. Et j'ai l'impression d'être, même si je ne suis plus institutionnellement chez moi, d'être encore chez moi. Donc, c'est un grand plaisir et bravo pour l'organisation de ce colloque aussi important que nécessaire. Alors, vous l'avez compris, parler de la JUB, c'est considérer qu'il y a un certain nombre de complexités. Ces complexités ont été remarquablement bien explicitées en première partie sur les aspects de compétences. Et maintenant, on va passer sur le deuxième temps de la complexité. Après la compétence, on va passer sur la question de la loi applicable. Je crois que c'est d'ailleurs très important de bien comprendre que, et je fais une incise, aujourd'hui, avec la JUB, le droit international privé devient un élément fondamental de compréhension des internationalistes. Voilà. Donc, et là, on va le voir avec encore plus de précision. Alors, comme les choses ont été extrêmement bien faites sous la double houlette de Jérémy et de Nicolas, les préalables de mon sujet, vous les avez parfaitement maîtrisés, ils vous ont été expliqués. Le préalable, c'est évidemment que nous disposons d'une compétence pour la JUB, compétence institutionnelle. On parle d'un brevet européen ou d'un brevet unitaire, compétence internationale qui a été explicitée par Cyril extrêmement bien, avec la précision, Cyril nous l'a dit, que la JUB peut être compétente pour des contrefaçons commises au-delà des pays membres de l'accord JUB. Très bien, avec différents raffinements et une géométrie variable qui nous a été très bien expliqué. Et puis, dernier élément important en préalable, ce que Nicolas nous a expliqué, donc je vais très vite, la compétence matérielle de la JUB. La JUB a une compétence exclusive pour certaines typologies de contentieux. L'interprétation majoritaire de ce texte est de dire que la JUB n'a qu'une compétence exclusive et que donc il faut regarder les différents contentieux listés à cet article 32, ce qui a été fait en première partie. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est important de l'avoir en tête parce que les questions de loi applicables qui vont se poser, elles vont évidemment se poser en lien avec cette compétence matérielle de la JUB, sauf à trouver des voies de forçage éventuelles. Alors, mon sujet, ce préalable étant fait, c'est la loi applicable au litige devant la JUB. Et là, je dois dire que je remercie Nicolas parce que, en fait, ça me permet de ne pas parler d'une des questions qui est sans doute pour moi la plus compliquée. Vous avez beaucoup entendu parler de l'opt-out en première partie. L'opt-out, c'est quoi? C'est la possibilité qui est offerte aux détenteurs d'un brevet européen qui se retrouvent avec la compétence de la JUB, de lui permettre de dire, Cyril a dit, de ne pas courir le risque de la JUB, et bien précisément de ne pas courir le risque de la JUB et de rester dans les règles plus classiques du règlement Bruxelles 1 bis avec des juridictions nationales. Mais
peut-être parce que tout le monde n'a pas suivi les excellents cours de droit international privé de Cyril, il y a un débat sur cet opt-out et il y a un débat sur le champ de cet opt-out. Il vous a été présenté, c'est normal, uniquement sur l'aspect de compétence, en disant que l'opt-out exclut la compétence de la JUB et que donc dans ce cas-là, on va aller devant les juridictions nationales. Mais il y a une note interprétative du comité de JUB qui nous explique que cet opt-out pourrait aussi avoir des incidences sur la loi applicable. Donc un opt-out qui ne serait pas que sur les compétences et qui pourrait aussi être sur la loi applicable. C'est une question extrêmement importante, mais qui ne se pose que lorsque l'opt-out a été fait et donc uniquement lorsque l'on est devant une juridiction nationale. Ça n'est pas mon sujet. Très bien, ce sera un prochain colloque. Alors, moi, c'est donc de la loi applicable devant la JUB dont je vais vous parler. Question qui renvoie à des éléments de droit international privé que vous connaissez. Il va falloir identifier la règle de conflit, il va falloir éventuellement qualifier, il va falloir éventuellement s'interroger sur le rattachement pour désigner la loi applicable. Toute question que l'on connaît classiquement et de là, rien peut-être de très compliqué. Les choses sont en fait beaucoup plus compliquées avec la JUB. Elles sont beaucoup plus compliquées pour deux, je dirais peut-être trois raisons. Première raison, la JUB va avoir une compétence, et là c'est une compétence complètement exclusive puisqu'il n'y a pas d'opt-out. La JUB a une compétence exclusive pour le brevet unitaire. Or, le brevet unitaire est quand même un objet assez particulier. Et le brevet unitaire, sur les questions de loi applicable, va mêler un accord international, un règlement, une convention internationale, bref, un certain nombre de textes et dont l'application de ces textes n'est pas évidente. Autrement dit, ce brevet unitaire ne ressemble en rien à ce que nous connaissons, à un dessin et modèle de l'Union ou une marque de l'Union, dont les dispositions substantielles sont pour partie et majorité réglementées dans le règlement. Et bien là, mon brevet unitaire, en fait, les dispositions substantielles sur le brevet unitaire sont dans un accord international, elles ne sont pas très nombreuses, dans un accord international, et nous verrons que le règlement y renvoie par le biais de la loi applicable. Donc déjà, là, une complexité assez réelle. Et puis, deuxième complexité, et Cyril nous l'a déjà dit, la JUB n'a pas de fort. La JUB n'a pas de fort, et ça, c'est... Alors, je parle à côté d'un arbitre, ça ne m'étonne pas, parce que les arbitres n'ont pas de fort non plus. Mais pour une juridiction, c'est assez étonnant. Et ça pose une difficulté qui est extrêmement complexe. Lorsque vous êtes juge français et qu'une question de DIP se pose, vous appliquez le DIP français. Ce DIP français, ce sont éventuellement les règlements européens qui s'appliquent, et s'il n'y a pas de règlement européen, ce sont les grands arrêts, etc., etc. On le connaît, ce DIP français. Même chose pour un juge allemand, même chose pour un juge suisse, etc., etc. Et mais la JUB, c'est une juridiction commune à plusieurs États membres. Quel est le DIP qui s'applique ? Donc là, on a vraiment une difficulté, c'est qu'il n'y a pas de système de DIP de référence. D'accord ? Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais aller pas à pas. Aller pas à pas, c'est commencer par ce qu'il me semble être des certitudes. Et après, nous envisagerons ce qui m'apparaît très certainement comme des incertitudes. Alors, les certitudes, elles sont à deux niveaux. D'abord, sur la question de la méthode, et ensuite, on verra qu'il y a des questions conflictuelles éprouvées et donc assez peu complexes à résoudre. Précisément parce que la JUB n'a pas de fort, l'accord JUB prévoit une méthode que les juges de la JUB vont appliquer pour déterminer le droit applicable. Et l'élément central de cette méthode, on le trouve à l'article 20. C'est la primauté du droit de l'Union. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que si la JUB n'a pas de fort, la JUB a néanmoins une pyramide qu'elle signale, et au sommet de cette pyramide, elle trouve quoi ? Le droit de l'Union. Ça, c'est important parce que les étudiants de première année ont bien compris que, en France, pour la Cour de cassation, c'est la Constitution qui est au sommet, mais devant la Cour de justice, c'est plus vraiment la Constitution. Là, au moins, on a situé cette primauté et cette hiérarchie des normes, et c'est le droit de l'Union qui est au sommet. Bien. Un certain nombre de conséquences radicales en découlent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a un article 24 qui nous dit
les différentes sources du droit que les juges de la JUB pourront appliquer. C'est une liste. Cette liste est introduite en parfaite conformité avec l'article 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre cette liste avec cette idée centrale qui est la primauté du droit de l'Union. Et qu'est-ce qu'on trouve en haut de cette liste? Le droit de l'Union. Ensuite, l'accord JUB. En dessous, la CBE. En dessous, le droit international. Et encore en dessous, les droits nationaux. C'est une liste hiérarchisée. Au sommet, le droit de l'Union. Donc, quand la JUB va trouver un texte applicable au niveau de l'Union qui résout la question posée, elle l'appliquera. Et parmi ces textes-là, bien évidemment, il y a les règlements 1257, dont une question nous a été posée tout à l'heure, et les deux règlements sur l'accord JUB et le brevet unitaire. En dessous du droit de l'Union, on va trouver les conventions internationales. Et parmi ces conventions internationales, elles sont organisées hiérarchiquement. Au sommet, on va trouver l'accord JUB, cet accord 24. En dessous, la CBE, sans doute parce que le spécial l'emporte sur le général. Et puis après, les autres accords internationaux. Donc déjà, on donne une méthode de résolution des conflits de normes par un classement lié à la primauté du droit de l'Union. Et puis tout en bas, si aucun de ces textes ne résout ces questions, on trouve les droits nationaux. Ah oui, mais les droits nationaux, il y en a un certain nombre. Et c'est là qu'intervient la suite de l'article 24, qui nous précise, pour déterminer les droits nationaux, quel système de DIP les juges de la JUB vont appliquer. Et on nous dit, par principe, on va chercher des textes du droit de l'Union, donc des règlements du droit de l'Union, avec des dispositions de droit international privé. Donc, par exemple, le règlement Rome 2 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Par exemple, on verra qu'il peut s'appliquer, à mon sens, le règlement Rome 1 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Eh bien, quand il y aura une question en lien avec une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, article 8 du règlement romain, le juge de la JUB appliquera l'article 8 du règlement romain parce qu'il est au sommet, et cela lui permettra de désigner le droit national applicable. D'accord ? Et même chose pour les questions contractuelles. Après, on nous dit, s'il y a des conventions internationales avec des règles de conflit, j'ai cherché, on ne trouve pas. Alors peut-être si on interprète la Convention de Paris et le traitement national comme une règle de conflit, mais on ne va pas rentrer dans ces débats, Nicolas. Donc on n'en trouve pas. Et après, on nous dit, les droits internationaux privés des droits nationaux. OK. Lesquels? On ne sait pas, on y reviendra. C'est une question, à mon sens, éminemment compliquée. Donc, vous avez vu que là, finalement, déjà, et pour moi c'est important, la JUB nous donne une méthode pour déterminer la loi applicable. Et cette méthode, on peut l'appliquer à des questions qui vont se poser devant la JUB. Première question, la loi applicable à la validité du brevet. Eh bien, je reviens à mon élément, j'ai rien dans le droit de l'Union, j'ai rien dans le présent accord, je vais donc appliquer la CBE, et là, j'applique l'article 52 de la CBE. C'est les articles 20 et 24 de l'accord JUB qui me disent d'appliquer l'article 52. Bien. Autre solution conflictuelle éprouvée, c'est la question du brevet comme un objet de propriété. Alors, j'ai décidé d'en parler ici, en même temps c'est un petit peu compliqué. Le brevet comme objet de propriété, c'est quoi? Le brevet comme objet de propriété, c'est le brevet comme asset. C'est le brevet qui peut faire l'objet d'une sécurité, c'est le brevet qui peut faire l'objet d'une titrisation, d'un nantissement, etc., etc. Ce sont ces questions-là qui sont visées par l'article 7. Bien. La JUB n'est pas compétente pour ces questions-là. Donc, je ne devrais pas en parler. J'en parle néanmoins, pourquoi? Parce que cet article 7 va être extrêmement important pour désigner la loi applicable au contenu de la protection du brevet unitaire. D'accord ? Donc, il faut comprendre le mode de fonctionnement de cet article 7 pour après être en capacité de déterminer le contenu de la protection conférée par le brevet unitaire. Bien. Et cet article 7, il n'est pas un ovni, il ne vient pas de nulle part. En fait, cet article 7, il me dit que ce brevet unitaire, je vais l'assimiler pour les questions d'objet de propriété, et donc on a bien compris aussi pour les questions de contenu de propriété, j'y reviendrai, je vais l'assimiler à un brevet national, logique d'assimilation. Cette logique d'assimilation,
on la connaissait avec la CBE, je passe vite parce que je suis très inquiet du président qui est intraitable, mais cette logique d'assimilation, on la connaissait déjà pour les marques de l'Union, pour les dessins et modèles de l'Union. Pour toutes les questions liées à une marque de l'Union comme objet de propriété, nantissement, titrisation, on appliquait cette logique d'assimilation de ma marque de l'Union à une marque nationale. C'est une forme de règle de conflit d'une certaine manière. Et donc là, c'est exactement le même mécanisme que l'article 7 va mettre en place pour les questions de brevet comme objet de propriété. Alors, il raffine un petit peu par rapport à ce qu'on connaissait. Avant, on parlait de la loi du titulaire de la marque de l'Union. Là, on parle du domicile du déposant. Alors, ce qui me paraît mieux parce que le domicile du déposant ne bouge pas, le titulaire peut changer. Et ça a posé quelques questions. Donc, pour faire simple, on va assimiler mon brevet unitaire à un brevet national qui va être déterminé par le domicile du déposant. D'accord ? Et si j'ai plusieurs co-déposants, eh bien, c'est le premier inscrit qui déterminera le domicile, la loi applicable à ces questions. Et si je n'ai pas de domicile au sein d'un État membre, alors j'appliquerai la loi allemande parce que c'est en Allemagne que se trouve l'OEB. Tout ça, c'est classique. Tout ça, c'est ce que nous faisions déjà pour la marque de l'Union. Rien de très nouveau. Ce sont des solutions conflictuelles complexes, mais éprouvées. Donc là-dessus, pour moi, pas de difficulté particulière. Je reste sur, jusque-là, ce qui me paraît relativement simple. Je suis d'accord que la simplicité n'est pas parfaite dans ce monde. Les solutions conflictuelles éprouvées, maintenant, et là je rentre dans le cœur de la JUB, la loi applicable au contenu de la protection d'un brevet européen. J'envisage deux situations. Première situation, je parle d'un brevet européen et une question de contrefaçon sur la désignation, par exemple, française de ce brevet européen. Là, à mon sens, les juges de la JUB vont regarder cet article 24 de l'accord JUB, et dans cet article 24 de cet accord JUB, on leur dit d'appliquer par priorité l'accord JUB, et dans l'accord JUB, j'ai des dispositions sur le contenu de protection du dit brevet européen. Eh bien, dans ce cas, la JUB devra appliquer ces dispositions qui, dans ce cas particulier, ont un effet direct parce que c'est l'article 24 de l'accord JUB qui dit aux juges de la JUB de les appliquer. Je reprends parce que je sens que je vous perds. Je reprends ici. Par le présent accord, article 24, paragraphe 1, B. C'est là où les juges de la JUB disent « Ok, je vais donc appliquer le présent accord. Dans le présent accord, article 25, 26, 27, 28, je trouve des dispositions substantielles qui déterminent le contenu de la protection. » Bien. Maintenant, la question posée est la question du contenu de la protection d'un brevet européen, mais dans sa désignation UK ou dans sa désignation suisse. Là, je ne vais pas appliquer les dispositions de l'accord 25 des articles 25 et suivants de l'accord JUB qui ne sont pas applicables au Royaume-Uni ou en Suisse, qui ne les ont pas ratifiés. Donc là, je n'ai pas de droit de l'Union qui me dit quoi que ce soit. Le droit international ne me dit rien non plus. Je dois donc appliquer le droit national. Et j'applique le droit national comment ? Par le droit international privé. Or, j'ai l'article 8 du règlement Rome 2. Si vous suivez toujours, c'est par le biais de l'article 24, paragraphe 2, que j'applique les règles de DIP européennes. Ces règles de DIP européennes me disent alors d'appliquer la loi britannique. Voilà, tout ça, jusque-là, c'est relativement simple à partir du moment où on a la compréhension du droit international privé. Et c'est là qu'on en arrive à un constat, mais qui est important, et l'accord JUB le dit, dans certains cas, on peut appliquer le droit d'un État non contractant. Vous avez bien vu dans mon exemple, la JUB va appliquer le droit UK ou le droit suisse. Mais la JUB peut aller plus loin. La JUB peut appliquer le droit américain, la JUB peut appliquer le droit chinois. Pourquoi ? Parce que article 32, souvenez-vous, article 32, on nous dit que la JUB est compétente pour les questions portant sur la contrefaçon et qu'il peut y avoir une question portant sur une licence. D'accord ? Donc imaginez
résiliation d'un contrat de licence. Le bénéficiaire de la licence continue à exploiter malgré la résiliation. Le détenteur du droit agit en contrefaçon contre la JUB et se pose la question de la validité de la résiliation. Comment apprécier la résiliation? Eh bien, là, la JUB doit se prononcer sur la validité de la résiliation. C'est dans le champ de sa compétence matérielle, à mon sens. Et donc, rien n'est dit dans le droit international, du point de vue substantiel, rien n'est dit dans le droit européen. On me dit que c'est un droit national. On me dit que donc je vais regarder dans le DIP européen si j'ai quelque chose. Bah oui, j'ai quelque chose, j'ai le règlement romain. Et le règlement romain me dit d'appliquer la loi choisie par les parties. Donc si mon contrat est soumis au droit chinois, la JUB, sur cette question, appliquera le droit chinois. Jusque-là, ça. Maintenant, j'ai encore quelques minutes. Maintenant, ça se complique un petit peu. Parce que, précisément, on va envisager la question du contenu de la protection du brevet unitaire. Et on sait que là, c'est toujours la JUB qui est compétente. Bien. Cette protection, elle est uniforme. Alors, il y a 2 petites exceptions pour la possession antérieure, pour les licences obligatoires. OK. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la loi qui détermine le contenu de la protection du brevet unitaire. Eh bien là, les rédacteurs du brevet unitaire n'ont pas voulu, comme pour une marque de l'Union ou un dessin et modèle, avoir des articles qui réglementent substantiellement ces questions. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que pour ces questions-là, il fallait appliquer la loi qui serait applicable par le biais de l'article 7. C'est cet article 7 qu'on a vu il y a quelques minutes. Si vous vous souvenez, c'est cet article 7 qui me dit que mon brevet unitaire, je l'assimile à un brevet national en passant par la loi du déposant. D'accord? Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon brevet unitaire, si mon déposant est italien, il sera soumis pour le contenu de la protection au droit italien. Et si mon brevet unitaire, le déposant est français, il sera soumis pour le contenu de la protection au droit français. OK, la protection est unitaire, mais il n'y a pas d'harmonisation. Alors, c'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique parce que vous avez quand même une doctrine particulièrement autorisée qui est Pierre Véron. Et Pierre Véron, dans un article au mélange vivant, nous dit oui, en apparence, effectivement, on applique bien les droits nationaux, en apparence. Mais dans le droit italien, qu'est-ce qu'on trouve? Dans le droit italien, nous dit-il, on trouve l'accord JUB. Oui. Dans le droit français, qu'est-ce qu'on trouve? L'accord JUB. Oui. Dans le droit allemand, qu'est-ce qu'on trouve? L'accord JUB. Oui. Donc, Pierre Véron nous dit, OK, on nous dit bien d'appliquer l'article 5 pour déterminer la loi applicable. En apparence, ce sont des lois différentes, mais en fait, ça n'est qu'un trompe-l'œil et on trouverait toujours les mêmes dispositions, les dispositions de l'accord JUB, les dispositions, donc, matérielles des articles 25 et suivants. C'est sans doute la volonté des rédacteurs. Alors, le tragique, ça n'est pas tragique. Ce qui manque, je crois, à ces 3 textes, c'est qu'il n'y a pas de document préparatoire. Et donc, on n'est pas en capacité de comprendre d'où ça vient. Alors, on a de la doctrine autorisée, bien, mais sinon, on n'est pas toujours en capacité de comprendre d'où ça vient. Alors, quand on regarde ce trompe-l'œil froidement, on doit se poser quelques questions. OK, je comprends donc que dans le droit français, j'ai l'accord JUB. Mais est-ce que l'accord JUB est doté d'effets directs? C'est ça qu'on me dit. On me dit que, parce que je n'applique pas l'accord JUB par le biais de l'article 24 de l'accord JUB, je l'applique, l'accord JUB, par le truchement du droit français qui est rendu applicable par l'article 5 et 7. Donc, la question de l'effet direct, Cyril n'a pas l'air d'accord, la question de l'effet direct, à mon sens, se pose. Et là, je regarde le temps, là, c'est réellement compliqué. Parce que si on dit que cela est subordonné à l'effet direct de l'accord JUB, une autre question se pose. Qui est en charge de l'effet direct de l'accord JUB? La Cour de justice nous dit que les accords APIC sont de la compétence exclusive de l'Union européenne. Est-ce que l'accord JUB ne serait pas de la compétence exclusive de l'Union européenne? Est-ce que donc ce ne serait pas
à la Cour de justice de dire si l'accord JUP est doté d'effets directs. Mais si on suit ce raisonnement, c'est l'Union qui aurait dû signer l'accord JUP. Donc là, on est un peu embêté. Et si on suit ce raisonnement, si c'est la compétence exclusive, Cyril, si c'est la compétence exclusive, tous les textes de compétence exclusive en matière de propriété intellectuelle, désormais, c'est l'Union qui signe. Bon. On pourrait considérer que, alors dans ce cas-là, ce n'est peut-être pas nécessairement... Et l'autre problème, c'est que la Cour de justice ne dote pas les textes internationaux d'effets directs. En matière de propriété intellectuelle, les accords ADPIC, elle a systématiquement refusé les doter d'effets directs. Donc, on est un petit peu gêné par cette théorie du trompe-l'œil. Alors peut-être, il faudrait considérer que ce sont les juges nationaux, ok, très bien, mais dans certains pays, il n'y a pas d'effet direct parce que ce sont, en droit constitutionnel, des logiques dualistes. Donc, cette logique du trompe-l'œil, on la comprend bien, mais si on applique réellement les droits nationaux, c'est pas évident que dans les droits nationaux, on trouve directement les articles 25 et suivants. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté qui me paraît moins problématique, dans l'accord JUB, il y a des exceptions. Et on peut se poser la question de savoir si ces exceptions, elles sont limitatives ou pas. Je vais prendre l'exemple d'un brevet unitaire dont le déposant a son domicile en France, donc le droit français est rendu applicable. On me dit, oui, mais ce n'est pas en fait vraiment le droit français, c'est l'accord JUB, donc je prends les exceptions de l'accord JUB. Je ne trouve pas l'exception pour les satellites lancés depuis Kourou. D'accord ? Eh bien oui. Non, mais je n'ai pas la réponse. À mon avis, c'est exhaustif. Mais la question peut se poser. C'est vrai, c'est vrai. Je suis sur les questions. Le droit du brevet ne s'épuise pas dans le satellite, mais c'est vrai, c'est vrai. Si on a une exception chez nous, c'est bien pour que les actions en contrefaçon ne puissent pas avoir lieu. Donc, mais dans d'autres systèmes, sur l'exception Bollard, ça peut se poser. Voilà, sur l'exception Bollard, ça peut se poser. Donc là aussi, sur ces questions-là, rien n'est dit. Et ce n'est pas si anecdotique qu'on pourrait le penser. Donc là, sur la question du trompe-l'œil, on a cette présentation qui est, je trouve, extrêmement séduisante d'une application du droit national qui, au fond, renvoie directement aux dispositions de l'accord JUB. Je pense que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et comme Cyril, je pense que le jour où, et certainement la Cour de justice mettra son nez dedans, il y aura certaines surprises, mais au moins, on aura peut-être un peu plus de certitude. Je passe très rapidement sur les dernières incertitudes que j'ai pu noter. Je crois que c'est vraiment celle-ci qui, pour moi, est la plus compliquée. Sur le mode de fonctionnement de l'article 7 et sur le rattachement qui permet de déterminer quelle est la loi applicable à mon brevet unitaire, il y a deux ambiguïtés. Première ambiguïté, comment comprendre établissement, mais ça, je crois que la Cour de justice s'est prononcée, ça ne me gêne pas. Deuxième ambiguïté, son principal établissement. En fait, on parle de domicile, et si c'est une personne morale, on prendra son principal établissement. Mais on ne nous dit pas si c'est le principal établissement au monde ou au sein de l'UE. Et selon, ça rend les choses totalement différentes. Si c'est le principal établissement au monde, alors ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer le point A de l'article 7 et que donc on est sur le point B, mais c'est un établissement. Et est-ce que ça sous-entendrait alors qu'on pourrait choisir n'importe lequel de ces établissements ? Je ne crois pas. Je crois donc qu'il faut comprendre principal établissement au sein de l'Union, mais ça n'est pas ce qui est écrit. Et puis, comme je crois que je respecte mon timing, la question la plus vertigineuse est celle-ci, et au fond, c'est une question pour un arbitre. Les questions, article 46, accord JUB. Toute personne physique ou morale, tout organisme équivalent à une personne morale habilitée à engager une procédure conformément à son droit national a la capacité. Quel est le droit national applicable ? Comment la JUB va déterminer le droit national applicable à la capacité ? Est-ce qu'elle va se fonder sur la nationalité ? Sur la lex societatis ? Comment va-t-elle déterminer la lex societatis ? À la française ? À l'allemande ? Elle n'a pas de fort. Elle n'a pas de fort. Alors l'arbitre, lui, il peut, dans certains cas, on peut dire que c'est la loi du siège. L'arbitre vole, mais l'arbitre, il peut prendre en compte quand même aussi la loi d'exécution,
le DIP d'exécution, là, on ne pourra pas faire les mêmes solutions. Donc, on aura, alors, c'est une tête d'épingle, hein, bien évidemment, mais on voit bien que l'absence de fort va poser des vraies questions dans la détermination de la loi applicable. Donc, effectivement, je crois que nous sommes devant un certain nombre de complexités que la pratique, les juges, les décisions de la JUP, peut-être de la Cour de justice, vont être amenés à préciser dans les années qui vont suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Édouard, pour cette brillante intervention qui m'a permis de confirmer à titre personnel pourquoi j'aimais tant le droit international privé, qui est ma matière, ma discipline de spécialité. Tu as brillamment exposé toutes les difficultés. Je pense que pour les étudiants qui sont présents dans la salle, mais même pour toutes et tous, praticiens également, je pense qu'il faut bien préciser aussi que dans tout ce que tu as évoqué, il y a des distinctions à faire entre règles de conflit, règles de désignation, plus généralement règles de droit international privé et règles matérielles, puisque quand tu parlais du droit de l'Union, il y avait aussi bien du droit matériel que du droit international privé, et qu'il ne faut donc pas confondre les deux, puisqu'ils participent tous deux du droit de l'Union, mais que par priorité, comme tu l'as très bien montré initialement, eh bien, on devait suivre une liste hiérarchisée. Voilà, j'ai vraiment été fasciné par cette présentation et je crois que je vais me spécialiser dans la JUB pour continuer cet exercice d'acrobatie juridique et psychique, parce que vraiment, il faut s'accrocher. Et aux praticiens qui sont présents dans la salle, eh bien, bon courage, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous avez une voix. Oui, Cyril, mais tu sais, l'unilatéralisme explique beaucoup de choses ici. Il n'en a pas parlé, Édouard, mais ça serait beaucoup plus simple. Alors, pour te donner une réponse, je pense que c'est au sein du droit de l'Union. En tout cas, je pressens que l'interprétation de la Cour de justice, si elle devait être saisie, serait au sein du droit de l'Union, parce que dès qu'elle peut avoir un lien de rattachement avec l'Union, qu'elle aussi ténu soit-il, elle le trouvera, même si la notion d'établissement continue à poser des problèmes, et on le sait bien pour le règlement de Bruxelles 1, que l'interprétation qu'elle donne n'est pas la même que pour d'autres règlements ou d'autres directives. Donc, on est un peu perdu sur cette notion. Et c'est vrai qu'on aimerait bien parfois un peu s'y retrouver. Alors, est-ce que les questions de loi applicables aux inventions de salariés devant la JUB sont plus simples? Je ne crois pas. Est-ce qu'elles sont plus abordables? Je ne crois pas non plus. Est-ce que vous allez, cher Jacques Reynard, nous emmener de la Terre à la Lune et à nouveau vers la Terre, comme l'a fait Édouard avec sa référence à Kourou? Je vous laisse la parole pour nous répondre. Merci, Monsieur le Président. Je veux d'abord remercier les organisateurs de cette manifestation, dont je me demande de plus en plus si elle intéresse encore le droit des brevets ou si elle n'est pas exclusivement une manifestation intellectuelle de droit international privé. Au fond, les patent litigators vont devenir avant tout des internationalistes. La question de la loi applicable aux inventions de salariés devant la JUB, je l'envisagerai à trois époques. D'abord, je veux rappeler le régime, l'économie du droit français des inventions de salariés, puis le régime du droit international privé français des inventions de salariés, du point de vue de la loi applicable, et enfin, nous entrerons dans cet intitulé concernant la loi applicable aux inventions de salariés devant la JUB, ou je pense plus exactement sur demande de brevet européen unitaire. Le droit français des inventions de salariés, c'est une réglementation qui a été intégrée, c'est la loi de 68 et la loi de 1978 en matière de brevets, et qui a été intégrée donc dans le droit français des brevets. Donc c'est une réglementation que nous trouvons dans le Code de la propriété intellectuelle. La loi de 68 en matière de brevets est venue introduire en droit français ce qu'on appelle le droit au titre, c'est-à-dire une règle identifiant le premier déposant légitime de la demande de brevet. Le premier déposant légitime de la demande de brevet, c'est-à-dire le premier propriétaire, ce qui est formidable. En droit civil, on ne connaît pas quel est le premier propriétaire. Il faudrait remonter à l'origine des timbres. Ici, le premier propriétaire, ou celui qui a la qualité et qui est seul à avoir cette qualité, c'est l'inventeur ou son ayant cause. Cette règle, on verra qu'elle est quasi universelle, règle matérielle, concerne l'invention d'indépendants. À côté de l'article L606, qui concerne donc l'invention d'indépendants, seul l'inventeur peut déposer la demande de brevet ou un ayant cause qui l'aurait constitué à cet effet. L'article L611.7
pose le régime des inventions de salariés que connaissent les étudiants du CEPI, les étudiants spécialisés en propriété intellectuelle. Le régime des inventions de salariés qui, au fond, est un régime essentiellement d'affectation du droit au brevet à l'employeur ou au salarié, avec l'existence d'une contrepartie financière. Ce régime des inventions de salariés, l'article L611-7, distingue 3 catégories d'inventions. L'invention de mission, qui est celle qui procède d'une prescription hiérarchique de l'employeur. Je te paye pour inventer. Cette invention de mission, cette prescription hiérarchique, peut résulter d'une prescription précoce et large dans le contrat de travail qui comporte une mission inventive, ou peut résulter d'une prescription hiérarchique tardive et spéciale. Ce sont des missions d'études et de recherche explicitement confiées aux salariés. Je te paye pour faire cette recherche et pour inventer, le résultat de la recherche appartient à l'employeur. Le droit au brevet n'est NAIT dans le patrimoine de l'employeur, ne passe pas dans le patrimoine de salarié. Le salarié a alors droit à une créance de rémunération supplémentaire, qui est au fond une prime pour le salarié qui a bien travaillé. À côté de ces inventions de mission, la loi prévoit le régime des inventions hors mission. Ici, tu as inventé, mais le salarié a inventé, mais il n'était pas payé pour ça. Ça ne procédait pas de son contrat de travail, on ne lui avait pas spécialement demandé. Simplement, cette invention n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu de contrat de travail. C'est une invention qui est réalisée dans l'exécution des fonctions du salarié. C'est l'OS qui améliore sa chaîne de travail et qui fait baisser le degré de température de fabrication de 3 degrés Celsius. Pour l'entreprise, c'est un bonus extraordinaire. C'est une invention, on ne lui avait pas demandé, mais c'est génial, on va prendre un brevet. C'est l'invention faite dans le domaine des activités de l'entreprise ou grâce aux techniques ou aux moyens de l'entreprise. Ici, nous sommes dans la périphérie du contrat de travail. Le droit au brevet n'est alors NAIT dans le patrimoine du salarié, mais l'employeur dispose d'une faculté d'attribution, ce que notre regretté ami Jacques Azéma évoquait comme étant une expropriation d'utilité privée. Eh bien, ici, l'employeur peut dire « Non, ce brevet, il m'intéresse, là, je le dépose, moi, je le prends, je me l'approprie. » Le salarié a alors droit à un juste prix. Ce n'est plus une prime pour le salarié qui a bien travaillé, c'est le prix de l'invention qui doit tenir compte des intérêts économiques de l'invention. C'est une expropriation, le dépôt par l'employeur sur invention hors mission attribuable. Et puis, la troisième catégorie d'invention, celle qui est à distance du contrat de travail, celle-là, elle appartient au salarié. L'employeur ne peut pas la saisir. Ce régime des inventions de salariés connaît une sanction, l'action en revendication en droit français, prévue par l'article L611-8, qui permet donc à celui qui s'est fait soustraire le droit au brevet de récupérer le brevet en question au titre de cette action en revendication dont les délais, dont la prescription sont prévus, vous le voyez, par un texte spécial. Au fond, l'économie du régime des inventions de salariés, c'est ce qu'il faut bien comprendre ici, procède de l'économie du contrat de travail. C'est la logique du contrat de travail, la justification causale du contrat de travail qui justifie l'affectation à l'employeur des résultats de l'activité du salarié. C'est une logique économique. L'employeur supporte les risques de l'activité du salarié, il doit en retirer les profits. C'est une logique juridique qui renvoie à la thèse de notre collègue Revet sur la force de travail, analyse civiliste du contrat de travail, qui voit dans le contrat de travail le contrat de location d'une force de travail, et l'employeur qui devient locataire de cette force de travail s'attribue les fruits de la chose louée, tout comme le prévoit le Code civil pour la location d'une chose immobilière. Analyse géniale qui justifie dans le périmètre du contrat de travail l'affectation à l'employeur du droit au brevet sur les résultats de l'activité du salarié. En revanche, l'invention hors mission attribuable est celle qui gravite autour du contrat de travail, vous le voyez, et ce qui justifie que l'employeur puisse se l'approprier. Et l'invention hors mission non attribuable, c'est l'étoile filante qui passe à distance du contrat de travail, on ne peut pas la rattraper. C'est ça la logique des inventions de salariés en droit français. Étienne Bartin, qu'on évoquait tout à l'heure, voyait de mémoire, dans les solutions de droit international privé, la projection
du droit national, des règles de droit national au plan international. Eh bien, c'est cette logique qui doit alors guider l'analyse du droit international privé français des inventions de salariés. En d'autres termes, ce n'est pas le lieu du dépôt de la demande de brevet, ce n'est pas la nationalité du déposant, mais c'est la loi applicable au contrat de travail qui va définir le régime national applicable aux inventions de salariés. Le régime français des inventions de salariés s'applique à toute invention, même non brevetée, pour autant qu'elle soit brevetable, nous dit la Cour de cassation, mais s'applique à toutes les inventions déposées, à toutes les demandes de brevets déposées en France ou déposées à l'étranger, pour essayer de squeezer le régime français, mais qui sont réalisées par des salariés, peu importe la nationalité, dont le contrat de travail relève du droit français. La jurisprudence a validé cette analyse. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence sur ces questions-là. J'évoque une ou deux décisions. Dans une décision Teramex de 2015 qui concernait un salarié qui était directement inventeur d'une pilule contraceptive, et ce salarié qui avait travaillé dans un laboratoire pharmaceutique monégasque, eh bien, invoquait la rémunération supplémentaire que le droit français octroie généreusement aux salariés. Or, d'abord, le laboratoire monégasque lui avait dit le juge français n'est pas compétent. Et ce malheureux salarié, enfin malheureux, tout est relatif, s'était épuisé dans une première procédure pour faire reconnaître la compétence des juridictions françaises. Parce qu'il s'était dit, juge français compétent, bonne maison, on appliquera le droit français. Et donc on était allé jusqu'en cassation, et c'est sur le fondement de l'article 14 du Code civil que la Cour de cassation avait dit le juge français est compétent. Je reviens devant le juge français pour toucher ma rémunération supplémentaire. Mais le juge français lui dit, mais attendez, la loi applicable à votre invention de salarié, c'est pas la loi française, c'est la loi monégasque. Loi applicable à votre relation de travail, vous accomplissez votre travail à Monaco. Et la loi monégasque prévoit pour l'invention de salariés une franche poignée de main et peut-être un jus d'orange. Enfin, ils sont là-bas, mais rien au-delà. Le salarié s'était bien battu. Il invoquait le régime de la loi de police pour les internationalistes en disant, mais enfin, le régime français des inventions de salariés, c'est une loi de police qui doit primer la recherche de la loi applicable. Là, le TGI de Paris lui dit pas du tout, ça protège des intérêts privés de salariés, ça ne protège pas un intérêt public, et puis il est allé même chercher l'ordre public international. Il a dit l'application de la loi monégasque ici doit être évincée parce que je n'ai pas mon indemnité, mais non, ça ne justifie pas, le régime de droit monégasque ne justifie pas le jeu de l'exception d'ordre public international. Donc, le droit international privé français, vous le voyez, va appliquer et va décider du régime national des inventions de salariés en regard de la loi du contrat de travail. Alors maintenant, à la suite d'Édouard, on arrive devant la JUP. Quelle va être la loi applicable devant la juridiction unifiée des brevets au régime des inventions de salariés? Et donc on retrouve les textes qui ont été évoqués il y a un instant par mon collègue, à savoir l'article 20 de la JUP qui évoque le droit de l'Union, avec une interprétation uniforme du droit de l'Union qui justifiera les questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne, et l'article 24 du même accord de la JUB qui définit la pyramide kelsenienne, en quelque sorte, de l'accord JUB, avec au sommet le droit de l'Union européenne, dont le règlement brevet européen unitaire, avec ensuite l'accord JUB, avec ensuite la Convention sur le brevet européen, et puis les accords internationaux, Convention de Paris, voire le droit national. Et dans la désignation du droit national applicable, ce que nous a dit Édouard, eh bien, les dispositions du droit de l'Union, de droit international privé du droit de l'Union, et puis le DIP des instruments internationaux, dont la CBE, dont on va parler dans un instant. Alors, à quelle disposition de droit de l'Union pense-t-on au titre de l'article 24 de l'accord à JUB? Eh bien, ici, sur notre contrat de travail, on a tendance à penser au règlement 593-2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. On a aussi tendance à penser au règlement 1257-2012 concernant le brevet européen unitaire. Parce que ce règlement, une disposition qu'on a un peu sous-estimée, définit le principe du brevet
unitaire en tant que droit d'empêcher l'exploitation, en tant que droit exclusif, dans son article 5. Le fait que le principe du droit exclusif soit posé dans un texte de l'Union va être extrêmement intéressant demain. Quand on va avoir une contrefaçon par équivalent à définir, qu'est-ce qu'on va dire? Ben attendez, la contrefaçon par équivalent, c'est le droit d'empêcher quelqu'un de venir empiéter sur mon périmètre. Et ça relève du droit de l'Union. Je demande l'interprétation de la CJUE qui aura évidemment la main sur toutes ces dispositions. Et puis l'article 7, le fameux article 7 que Édouard a longuement évoqué, qui prévoit le droit applicable au brevet européen unitaire considéré en tant qu'objet de propriété. Or, je ne reviens pas sur les deux dispositions, loi du déposant, loi du domicile du déposant, loi de l'office allemand. Or, l'affectation du droit au brevet à l'employeur ou au salarié participe a priori, d'une situation juridique dans laquelle le brevet est considéré en tant qu'objet de propriété. Par conséquent, l'article 7 du règlement 1257-2012 pourrait avoir vocation à gouverner à la désignation du régime national des inventions de salariés applicable au brevet européen unitaire. Et ce texte va alors définir comme loi applicable à la matière soit la loi du domicile du déposant, loi de l'État membre, loi d'un État membre participant, de mon point de vue, on revient sur la discussion que vous avez eue il y a un instant, soit la loi de l'office droit allemand. Cette disposition, cependant, n'est pas la seule qui a vocation à gouverner la matière. Car la Convention sur le brevet européen, qu'on a tendance à oublier un peu, cette Convention sur le brevet européen qui pourtant, elle, est là de longue date et fonctionne très bien, comporte une règle sur le droit au brevet. Une règle sur le droit au brevet, dans l'article 60, paragraphe 1, qui d'abord s'attache au droit au brevet d'indépendant, qui appartient à l'inventeur ou son ayant cause, reproduction de la règle universelle de l'article L606. Et puis pour les inventions de salariés, les rédacteurs de la CBE n'ont pas eu l'audace de mettre en place un régime matériel propre à la CBE pour définir un régime des inventions de salariés concernant la CBE. On va renvoyer à un droit national et on va renvoyer au droit de l'État dans lequel l'employé exerce son activité principale. Ce droit de l'État où le salarié exerce son activité principale, c'est le droit d'un État qui peut ne pas appartenir à l'Union européenne. C'est le droit d'un État qui peut même ne pas appartenir à la CBE. C'est l'invention qui a été mise au point dans une usine du Minnesota et l'entreprise américaine qui vient déposer son brevet européen. Ce régime de l'article 60 de la CBE connaît une sanction propre, celle que Nicolas a évoquée tout à l'heure, l'article 139.1e de la CBE, c'est un motif de nullité du brevet européen. C'est-à-dire que le fait que le salarié est déposé à la place de l'employeur, c'est un motif d'annulation du brevet européen. Et ce texte n'est pas un texte purement théorique. Il a connu des applications en jurisprudence, dans la jurisprudence française. La Cour d'appel de Lyon a appliqué ce dispositif dans une décision de 2010. C'est M. Echevarria qui avait déposé la demande de brevet et qui agit en contrefaçon contre un contrefacteur. Et le contrefacteur qui allègue en moyenne défense de la nullité du brevet évoque le défaut de nouveauté, le défaut d'activité inventive, ce n'était pas probant, le brevet était solide, et puis il dit, mais M. Echevarria, est-ce que vous êtes bien le titulaire du brevet européen? Et quelle loi je vais appliquer? Je prends mon article 60, le brevet, les salariés sont en Espagne, c'est la loi espagnole, loi où le salarié exerce son activité principale qui s'applique, et en droit espagnol, le brevet revient non pas à M. Echevarria, mais à la société. Je demande la nullité du brevet européen et la Cour d'appel de Lyon annule le brevet européen par application du droit espagnol applicable selon l'article 60 paragraphe 1e de la CBE. Cette décision a fait l'objet d'un recours en cassation et la Cour de cassation en 2012 a cassé l'arrêt précédent, mais uniquement sur le fait de savoir qui peut demander la nullité du brevet européen. À savoir, est-ce que le contrefacteur peut se prévaloir de l'article 138.1e
comme moyen de défense à l'action en contrefaçon, la Cour de cassation a dit non. C'est une nullité, entre guillemets, relative, et par conséquent, seule la personne qui se prétend titulaire du droit au brevet européen peut venir invoquer la nullité du brevet européen sur le fondement de ce texte. Bref, on a un dispositif qui existe, qui est appliqué, qui est bien léché, et qui est un dispositif quand même intéressant à comparer avec les dispositions du règlement Rome 1. Puisque Rome 1 met en place, en l'absence de clause de loi applicable, une loi objectivement applicable au contrat de travail, qui est la loi du pays dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail. C'est un critère qui est extrêmement voisin, me semble-t-il, de l'article 60, paragraphe 1e de la CBE, donc c'est très cohérent, sauf que l'article 61e ne prévoit pas la loi d'autonomie, n'envisage pas cette difficulté. Donc là, ce serait un autre débat. Et donc, discussion, en effet, s'agissant du droit national qui décide du régime d'affectation de l'invention de salariés s'agissant du droit au brevet européen unitaire. Est-ce qu'on se tourne vers la CBE, l'article 60, paragraphe 1, ou bien alors est-ce qu'on se tourne vers le règlement brevet européen unitaire, considérant alors que nous avons affaire à une question intéressante, le brevet en tant qu'objet de propriété. En dépit de la hiérarchie de l'article 24 de la JUB, c'est-à-dire primauté du droit de l'Union, j'ai une préférence pour l'article 60, paragraphe 1 de la CBE. Je prendrai même un pari sur l'application de ce dispositif, pour des raisons multiples. Et la première raison, c'est que le brevet européen unitaire, c'est un brevet européen. Et par conséquent, on a une disposition, on a une convention qui concerne le brevet européen, qui pose des règles matérielles sur le brevet européen. La deuxième observation, c'est que le régime des inventions de salariés, c'est pas du tout procède de la logique contractuelle du contrat de travail, c'est-à-dire d'un rapport d'obligation, d'un rapport contractuel. Et ça, c'est pas la logique réelle du droit pris en tant qu'objet de propriété. Et de fait, nous connaissons dans la CBE la question de la demande de brevet européen pris en tant qu'objet de propriété. Il y a des textes dans la CBE qui envisagent cette rubrique. Ces textes concernent quoi? Ces textes concernent la possibilité de conclure un contrat sur une demande de brevet européen, le régime de ce contrat qui doit être conclu par écrit, et ces textes ne concernent pas le régime des inventions de salariés. On a donc un régime spécial propre aux inventions de salariés, l'article 60, qui, à mon avis, a vocation à gouverner la question donc de la loi applicable à la titularité du droit sur le brevet européen. C'est une règle de fond. Donc, on irait chercher dans cet article 60 le régime national applicable. Mais quid de la sanction? Quid de la sanction, puisqu'on l'a vu en droit français, L611-6, L611-7, sanction L611-8, l'action en revendication. Or, l'action en revendication, en effet, il n'y a rien dans la CBE sur l'action en revendication. Et par voie de conséquence, à nouveau, on risque d'aller chercher la loi applicable au brevet européen pris en tant qu'objet de propriété, c'est-à-dire l'article 7 du règlement 1257-2012. Et donc, il y a là une nouvelle hypothèse d'intervention de ce dispositif, l'action en revendication visant le brevet européen unitaire en tant qu'objet de propriété. Et pour appuyer d'ailleurs cette analyse, il y a une jurisprudence qui concerne la marque de l'Union européenne, une décision de 2017 de la CJUE qui nous dit que l'action en revendication concernant cette marque met en cause la marque de l'Union européenne en tant qu'objet de propriété. Donc on est bien effectivement là sur cette thématique. Reste que c'est quand même très discutable de dissocier de la sorte et de régler selon deux lois différentes la question de fond, l'affectation au fond du droit au brevet européen sur invention de salariés et le régime de la sanction de la règle précédente. Le régime de la sanction, ça n'est pas rien. C'est-à-dire pendant combien de temps on peut agir en revendication, qui peut agir au titre de l'action en revendication, et ainsi de suite. Et alors, l'affaire se complique, si j'ose dire, par le fait que cette question ne relève pas de la compétence de la JUB.
au sens de l'article 32, sauf à en faire une interprétation très optimiste de ce texte, ça ne relève pas de la compétence de la JUB, et donc ça doit relever du juge national et sous le contrôle de la CJUE, qui évidemment risque de pencher vers le règlement 1257-2012. Avouez que c'est assez compliqué. Avouez que c'est assez compliqué, d'autant que l'action en revendication n'est pas la seule sanction. S'agissant du brevet européen unitaire, nous avons vu tout à l'heure que l'article 138.1 E de la CBE prévoyait une disposition de droit matériel qui, selon laquelle c'est un motif de nullité que de voir le brevet européen déposé à non domino par quelqu'un qui n'a pas le droit, qui n'est pas le propriétaire. Et or, ce droit matériel de la CBE, lui, l'annulation du brevet, va relever à nouveau de la compétence de la JUB, qui pourra, en réalité, donc, qui ne peut pas appliquer le droit, le règlement brevet européen unitaire, mais qui, en revanche, pourra appliquer la CBE. Bref, tout ça est quand même assez kaléidoscopique, surtout si on y met des couleurs. À mon avis, il y a des professionnels quand même dans la salle. Il y a deux attitudes à l'égard de tout ça. Il y a l'attitude du juriste internationaliste, pour lequel j'ai le plus grand respect. J'ai fait une thèse de droit international privé à l'époque. Mais juriste internationaliste a cette fâcheuse tendance de chercher des problèmes aux solutions. Et par conséquent, on a des discussions très académiques, très intéressantes. J'avais eu une discussion il y a de nombreuses années de cela avec Jean-Marc Mousseron. Je faisais ma thèse en droit international privé sur le droit d'auteur. Et Mousseron me disait, ça m'est revenu, vous comprenez, quand il y aura le brevet communautaire, tout ça, ce sera beaucoup plus simple. Tout ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, ces juristes de propriété industrielle, associons notre ami Jacques Azéma, associons Jean-Jacques Burst à cette joyeuse troupe, qui étaient des pragmatiques, qui discutaient évidemment de quand il y a eu la contrefaçon par fourniture de moyens, c'était un nouveau texte, il y a eu des... Bon. Mais face à la complexité du système qui se met en place, ben, il faut se dire que le mouvement vient en marchant, que ce système est un système complexe mais qui n'est pas insurmontable, que nous allons avoir de la jurisprudence effectivement qui va venir au fur et à mesure et qui viendra nous rassurer. Il faut rassurer les professionnels, hein, parce que sinon évidemment le système court à sa faillite. Et donc, nul doute que tout ça trouvera progressivement sa place, sa marque, avec la jurisprudence qui va se mettre en place, avec la Cour de Luxembourg, contrefaçon par équivalent, c'est la Cour de Luxembourg qui viendra dire voilà s'il y a contrefaçon par équivalent ou non, et puis avec la CJUE qui risque effectivement d'avoir le dernier mot sur l'essentiel de ces questions. Je vous remercie. Merci, chers collègues, à double titre pour l'hommage aux internationalistes qui a été rendu, bien qu'un peu caustique, mais néanmoins, vous avez rappelé que j'en étais un également, et internationaliste un jour, internationaliste toujours. Mais merci également de cette présentation qui révèle bien les difficultés d'application et d'articulation des règles entre elles. Et il me semblait, en vous écoutant, que en convoquant non pas les mannes de Barthin, mais celles de Wengler, par le système des questions préalables, on pouvait tout à fait régler un certain nombre de questions que vous posiez, se placer sous l'ordre CBE pour une partie, et puis ensuite repartir sur d'autres questions, selon précisément la question qu'il faut résoudre par une sorte de hiérarchie de traitement des questions posées. Mais c'est tout à fait théorique. C'est votre contribution. Oui, non, pas du tout. Mais voilà, c'est une idée lancée en l'air qui mérite naturellement d'être approfondie et étudiée avec les plus grands spécialistes dont vous faites partie et dont je m'exclus aussitôt. Merci à tous les deux pour ces interventions brillantes. J'ai regretté que vous n'alliez pas plus loin dans le règlement romain pour nous parler notamment du système combinatoire de l'article 8, parce que c'est un problème à part entière qui aurait déjà aussi fait s'arracher les cheveux à ceux qui en ont, et je ne m'inclus pas dans cette catégorie. Donc, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas encore cette complexité supplémentaire ajoutée dans vos propos. Mais c'est pas bien grave, c'est déjà suffisamment complexe.
Alors, vous avez fait une sorte d'appel aux professionnels dans la salle, et moi je lance un appel à eux naturellement pour nous dire s'ils ont des choses à préciser sur ces questions et ces difficultés que vous avez tous deux parfaitement identifiées, mais également s'il y a parmi toute cette complexité identifiée des questions complémentaires qui n'auront pas été posées par nos orateurs et que la salle souhaiterait poser. Donc nous avons encore un peu de temps puisque Jacques Reynard a parfaitement respecté le timing, donc n'hésitez pas à poser des questions. N'ayez pas peur. On peut aussi se les poser entre nous. Mais oui, tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur l'exposé d'Édouard, qui est évidemment lumineux, et sur cet article 7. Au fond, cet article 7, pour moi, est une vraie difficulté, parce qu'on lui donne une importance considérable dans le règlement brevet unitaire. Hein. On lui donne une importance considérable, alors que on met en place un dispositif qui, avant tout, est un dispositif qui avait vocation à être un dispositif d'harmonisation, et pas d'articulation, pas de droit international privé. Hein. Les règlements sur le brevet communautaire et autres, c'était une réglementation matérielle qu'on mettait en place, c'était pas la recherche d'une loi nationale applicable. Bon. Cet article 7, au fond, on voit sous la plume de certains, à l'invitation, je l'avais entendu également à la table ronde lors de l'ASPI, lors de l'Assemblée générale, certains vont jusqu'à appliquer ce texte aux contrats qui vont concerner le brevet européen unitaire. Donc moi, je suis contre cette interprétation, totalement. Je pense que les licences qui seront conclues sur brevet européen unitaire, ce seront par nature des contrats internationaux, puisqu'on aura un titre qui va solliciter plusieurs États, mais qui vont relever d'une loi applicable selon le règlement Rome 1, avec une clause de loi applicable de manière tout à fait traditionnelle. Et quand il n'y aura pas de clause de loi applicable, on n'ira pas davantage chercher l'article 7 du brevet européen unitaire. On a les règles, c'est l'article 4, hein, sur la désignation de la loi applicable en l'absence de clause dans le règlement. Donc, on a un texte quand même qui fait beaucoup de bruit, qui sert au fond, c'est par l'entremise de ce texte qu'on va chercher les dispositions matérielles de l'accord JUP. Tout ça est extrêmement compliqué, alors que ce texte, finalement, s'il a vocation à désigner la loi nationale au brevet pris en tant qu'élément d'actif. Oui, mais aussi pour le contenu de la protection. Si c'était que en tant qu'élément d'actif, je suis tout à fait d'accord avec toi, et que la loi du contrat s'applique, tout à fait d'accord avec toi. Là, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Pour moi, la vraie fragilité du brevet unitaire, c'est précisément de ne pas avoir souhaité mettre dans le règlement, outre l'article 5, tu as raison, qui crée un droit d'exclusion, mais ne pas avoir voulu mettre des dispositions matérielles, comme on a pour le règlement MAR, Ils n'ont pas voulu faire ça. Pourquoi ? Parce que, de ce que j'en ai compris, il y avait une inquiétude du milieu des brevets très forte à l'égard de la Cour de justice. Et des Anglais. Et des Anglais, oui, mais en raison de la jurisprudence de la Cour de justice sur les certificats complémentaires de protection. Et donc, ils ont fait ce passe-passe, mais ce passe-passe, pour moi, va avoir un effet boomerang. Ou alors, la JUP va passer outre en appliquant directement. Peut-être que la JUP va passer outre en étant pragmatique et en appliquant directement. Peut-être. Je pense que c'est très possible que la juge sera pragmatique et appliquera directement et sointera la mention du règlement. Mais ça voudra dire que dans ce cas-là, l'article 5 et l'article 7 ne servent à rien. On est d'accord. C'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et moi, surtout d'interprétation, je suis assez d'accord avec toi sur les liens entre 60. Je pense que sur la question de titularité, le brevet en tant qu'objet de propriété, pour moi, c'est les questions liées au nantissement, etc. Les questions liées au régime de la copropriété. Par exemple, on a eu un arrêt Super League. Un arrêt Super League de la Cour de justice là-dessus. Qui peut résilier résilier un contrat de licence d'un brevet avec des co-déposants. Voilà. Là, on dit qu'on applique la loi objet de propriété de la même manière. Mais la titularité, et là, en fait, on fait une opération de dépeçage d'une certaine manière, si on reprend sur les règles de DIP, la titularité, moi, je suis assez séduit par l'idée de la faire remonter par l'article 60 et appliquer cet article 60
qui a été peu utilisé et qui me paraît très, très opératoire et qui donnera pas mal de lisibilité là-dessus. Donc, et tout à fait d'accord que, in fine, je crois que les juges... Alors, il faut aussi savoir que les juges de la JUB sont d'excellents juges. Vraiment des juges ultra spécialisés, d'excellents juges. Et je crois qu'ils auront ce souci du pragmatisme et qu'effectivement, aujourd'hui, on a le texte et on en cherche les complexités, puisque c'est le jeu, d'une certaine manière, d'en chercher les complexités. Mais il y a fort à parier que les juges de la JUB seront assez pragmatiques et effectivement que les choses seront plus simples en avançant. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Mais le vice originel, c'est quand même de ne pas avoir voulu mettre les dispositions substantielles dans le règlement. Ça, c'est pour moi une erreur originelle qui crée de la complexité totalement inutile. Parce que sur la compétence, c'est compliqué, mais c'est pas complexe. C'est compliqué parce que les questions de compétence sont compliquées, mais c'est pas inutilement complexe. Là, les articles 5, 7, c'est inutilement, pour moi, c'est inutilement complexe. Je vois des assentiments dans la salle, mais une main qui se lève, notre cher collègue Fadilou Diop, qui vient interroger son maître. Exactement, je vous remercie. Moi, je pense quand même que tout le problème, de mon point de vue, procède du fait d'avoir voulu faire du droit international privé à mi-chemin. Et donc, soit il fallait en faire dès le début et commencer par un raisonnement de droit international privé pour parvenir à la désignation, non pas d'une loi spécifiquement applicable à une question, mais plus généralement dans un système juridique au sein duquel l'ensemble du régime du brevet unitaire devrait être puisé. Faire du droit international privé à mi-chemin, je veux dire tout simplement que l'article 7, par exemple, aurait pu être une excellente disposition à condition de ne pas le considérer, cet article, directement comme une règle de conflit, mais comme une règle de référence à un ordre juridique dans lequel on va puiser maintenant toutes les règles de conflit applicables à toutes les situations concernant le brevet européen à effet unitaire, et y compris dans cet ordre juridique, on y retrouvera les règles substantielles issues des différents instruments hiérarchisés, de la même manière que c'est effectué dans l'accord sur la JUB. Et derrière, s'il y a des manques, compléter tout simplement soit par application de la règle nationale de conflit, soit par référence au droit substantiel étatique si celui-ci, le droit substantiel étatique, est désigné. Mais le fait de recourir à l'article 7 à mi-chemin, donc de commencer un raisonnement, puis de recourir à une règle de conflit, puis de continuer le raisonnement derrière, c'est de là que procède toute la complexité, je pense, de ce système du brevet européen à effet unitaire. Non, moi, je ne sais pas si c'était je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que imaginer une vraie référence à un ordre juridique de référence, ça résolverait la question de la détermination du droit international privé. Ça rejoint des très belles propositions d'une très belle thèse. Je suis tout à fait en phase et une doctrine aussi qui fut un temps lyonnaise avec Louis Davout. Donc non, je suis tout à fait d'accord avec ça, bien sûr. Eh bien, d'autres questions? Non. Eh bien, dans ce cas-là, Nicolas, tu veux... Non? Très bien. Eh bien, nous allons conclure ces travaux presque à l'heure. Nous avons rattrapé 5 minutes de notre retard. Donc, je remercie encore une fois les orateurs pour le respect du temps et la salle pour ne pas avoir trop occupé le temps de parole, et nous libérons donc la salle et nous clôturons cette séance. Merci encore Nicolas d'avoir proposé au CREDIP et aux participants cette très belle demi-journée d'études. Je crois que toutes les questions ne sont pas épuisées, hein. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre cela, et que nous avons encore beaucoup de travail sur la planche, praticiens comme universitaires, pour comprendre et démêler les chevaux que cette JUB a créé ou on continue à entretenir et que nous avons essayé de mettre en lumière cet après-midi. Merci aux participants et bonne fin de soirée à toutes et à tous.